Bien, bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Je vais partager cette prochaine heure avec vous. Donc, je vais commencer, si vous voulez bien, par me présenter et puis ensuite, je vous présenterai quelques modes de fonctionnement que nous allons suivre ensemble pour pouvoir suivre ce webinaire. Alors, je suis Patrick Vanhoenacker, j'ai un parcours de vie qui m'a amené à conduire trois métiers différents. Un premier sur la vente, le management, notamment dans une dimension distancielle. Et puis, 3 ans de ressources humaines qui m'ont amené justement à me poser des questions sur, la capacité que j'avais à animer, des réunions, des formations et à accompagner les collaborateurs et les managers. J'ai donc rejoint l'institut de formation qui, m'a formé lorsque j'étais jeune manager, l'institut ICAR, dont je suis aujourd'hui le directeur associé. Alors cet institut est l'institut spécialisé dans le management du groupe, Géréseau. Nous travaillons en association avec les collaborateurs de Géréseau depuis maintenant 18 mois. Personnellement, j'ai 3 certifications, une de formateur, une de consultant et une de coach. Et mes domaines d'intervention sont le management, l'organisation, la gestion des relations dans toutes ses formes, que ce soit le traitement des conflits, la négociation ou la vente, et puis la transmission des savoirs. Alors, ce qui nous rejoint aujourd'hui, c'est le management à distance et nous avons décidé de prendre un angle de l'intervention comme une opportunité de ce type de management dans le développement de l'efficience. Alors, l'objectif que je vais poursuivre pendant cette heure de webinaire partagé avec vous, c'est de démontrer que ce type de management peut être justement un levier de développement, un levier d'amélioration de toutes les entreprises, de leur organisation et même de l'efficience collective. Alors, pour ce faire, je vais vous proposer bien, 2 temps. Dans un premier temps, un exposé qui va durer 45 minutes, sur lequel je vais aborder certains concepts. Et puis ensuite, ce que je vous proposerai, c'est de pouvoir traiter les questions que vous avez tout au long de cet exposé. Je vous inviterai donc à ne pas hésiter à les noter dans le chat, puisque à la fin, j'aurai l'occasion de retrouver celles qui auront été sélectionnées par Kelly, à qui je fais un petit clin d'œil pour l'assistance qu'elle va me porter pendant ce temps partagé avec vous. Alors, les thèmes que nous allons aborder. 4 chapitres vont être traités. Dans un premier temps, on va parler définition du management à distance. On entend beaucoup de définitions différentes et pour le coup, beaucoup de contresens. Donc, je souhaiterais qu'on commence par bien le définir. Ensuite, on verra quelles sont les contraintes et les opportunités de la distance et du management à distance. Et puis, nous parlerons ensuite bien, de comment bien manager à distance, d'une part par rapport à notre rôle de manager et puis aussi par rapport à notre rôle de travailleur, parce que lorsque nous sommes à distance, les clés de l'efficience personnelle vont nous permettre d'être beaucoup plus efficaces vis-à-vis de nos collaborateurs et de l'équipe. Alors, si nous commençons, on va justement parler de définition. Et quand on regarde le management à distance, il y a 2 mots qui le composent. D'une part, le management et d'autre part, la distance. Alors, je commencerai par vous parler justement du management et de définir cette notion. Alors souvent, on associe d'ailleurs le management à des choses, alors que chez ICAR, nous avons une approche qui est beaucoup plus stricte, puisque nous considérons que le management, c'est une somme d'activités qui consiste à diriger, animer, conduire des personnes, qu'on appelle donc des collaborateurs, afin justement de contribuer à la pérennité de l'entreprise et le développement de ses ressources humaines. J'ai pour habitude de dire lorsque nous sommes en formation que le manager, sans faux semblant, a pour objectif d'enrichir son actionnaire et de faire grandir son collaborateur. Alors, quand on a défini cette notion, il faut qu'on rentre plus dans le détail et qu'on soit capable de voir quelles sont les activités. Une par jour de la semaine, pour bien structurer les choses. Je vais commencer à midi par l'élément essentiel. Si on veut justement qu'un collaborateur puisse faire correctement son travail, la première chose qui nous incombe à nous managers
va être de clarifier. Clarifier quoi? Eh bien, toutes les actions à conduire en commençant par les buts à atteindre, les objectifs, les finalités que le collaborateur doit accomplir dans sa mission et tout au long du chemin, clarifier toutes les informations qui vont être entrantes des différents partenaires, des différents acteurs avec le collaborateur, avec qui travaille le collaborateur. Pardon. Une fois que nous avons clarifié, il s'agira de pouvoir organiser le travail, organiser justement l'équipe, la répartition des tâches, la définition des process. Et cette organisation va permettre de mettre en œuvre justement les différents objectifs que nous aurons initialement clarifiés. Chacun est à son poste, le travail peut logiquement débuter et il s'agira alors pour le manager de réguler les relations, s'assurer que tout le monde va pouvoir justement tenir son rôle, que chacun va pouvoir faire preuve de l'esprit dont il est nécessaire qu'il fasse preuve dans une équipe et que nous puissions assurer la cohésion du groupe et la bonne entente entre les différentes personnes qui composent l'équipe. C'est à partir du moment où on a une équipe composée, c'est à partir du moment où les gens s'entendent que nous allons pouvoir organiser le partage des bonnes pratiques. En effet, on considère chez ICAR que aucun des collaborateurs de l'équipe ne partagera ses talents avec ses collègues s'il ne les apprécie pas et si le groupe n'est justement pas solidaire. Il s'agira aussi de pratiquer des entraînements collectifs, au même titre que l'on peut le voir dans des équipes de sport collectifs, notamment pour prendre une illustration au niveau du rugby. C'est souvent par la combinaison de plusieurs talents qu'on arrive à percer la défense et marquer un essai. C'est exactement la même chose qui nous anime. L'efficacité collective n'est pas simplement la somme de l'efficacité de chacun des membres de l'équipe. Une fois que l'équipe est prête, elle rentre sur le terrain et en bon entraîneur que nous sommes, nous restons au bord de la touche pour pouvoir regarder la performance, suivre et contrôler ce que nous avons défini comme plan et être capable justement de voir qu'est-ce qui va ou pas bien fonctionner par rapport à ce que nous avons prévu dans les plans. Ce qui nous permettra, lorsque nous rentrerons, pour terminer l'analogie, au vestiaire, de faire le feedback, l'évaluation, tant sur le résultat et les performances que sur tout ce qui va concerner l'efficacité, les compétences, autant au niveau individuel qu'au niveau collectif. On pourrait dire que le management s'arrête ici. Si nous sommes très axés sur l'atteinte des objectifs de l'entreprise, on doit ne pas oublier la dernière des activités, qui est l'accompagnement, celle qui va nous permettre justement de développer nos champions, de faire en sorte de pouvoir les accompagner dans leur carrière, dans leur rétribution, dans leur évolution. Le manager n'est pas qu'un donneur d'ordre, c'est aussi, et vous l'avez compris, un coach. Alors, maintenant qu'on a défini ces activités, nous allons pouvoir appréhender la distance et ensuite définir ce qu'on appelle le management à distance. Alors, la distance, il faut d'abord la définir par rapport au travail que nous réalisons. J'entends beaucoup parler de télétravail et j'ai du mal à définir cette notion. Donc, je me suis beaucoup renseigné, j'ai ouvert des bouquins et finalement, le télétravail se compose de plusieurs activités qui vont être réalisées dans des environnements bien spécifiques. En fait, on peut dire qu'on télétravaille lorsque nous sommes en home office, c'est-à-dire que le collaborateur travaille depuis son domicile, de manière partielle, c'est-à-dire certains jours par semaine ou permanente, puisque maintenant certaines organisations ont fait le choix de localiser leurs collaborateurs à la maison. Certains collaborateurs se déplacent à proximité de chez eux et font ce qu'on appelle du coworking dans un espace dédié, ce qui permet, par rapport notamment aux attentes sociétales de temps et environnementales, de pouvoir limiter les temps de transport tout en assurant un environnement professionnel. Et puis, nous avons les collaborateurs qui travaillent depuis des décennies, avant même que les nouvelles technologies arrivent et permettent le télétravail, sur le terrain, notamment tous les collaborateurs nomades.
Donc, nous pouvons d'ores et déjà dire que le management à distance n'est pas simplement le management que nous réalisons depuis que les nouvelles technologies sont à notre disposition. De tout temps, les commerciaux ont été, par exemple, managés à distance. Ensuite, on va parler de délocaliser. Si vous avez dans l'entreprise qui vous accueille un restaurant d'entreprise, vous aurez tout de suite compris que les collaborateurs qui travaillent ont effectivement un lieu de travail délocalisé. Ils sont ici pendant plusieurs années, peut-être qu'ils iront ailleurs ensuite. Et si vous avez aussi des prestataires, notamment des prestataires informatiques dans vos services, vous savez de quoi nous parlons maintenant lorsque nous abordons le thème du travailleur délocalisé. Enfin, et dans bon nombre d'organisations, on peut parler de multisite. L'organisation multisite, et là, je vais surtout viser les sites de production, les sites de conditionnement qui ont un manager commun ou des collaborateurs qui travaillent sur chacun d'eux et qui nous amènent tout au long de la semaine à avoir une valse de managers et de collaborateurs tournés entre ces sites et de ce fait imposer un management à distance. Tous ces travaux ont un point commun, c'est qu'ils ne nous permettent pas de voir les collaborateurs, les collègues de travail de manière continue comme on peut le faire lorsque nous sommes justement dans notre espace habituel de travail. Et nous allons donc générer par là 5 types de distances. Alors, pour commencer, on va parler de celle qui est la plus commune. Quand on parle de distance, on parle souvent de distance physique. Certains disent d'ailleurs une distance géographique. Bien évidemment, dans un contexte international, cela s'impose. J'aimerais aussi vous parler dans ce chapitre de la distance organisationnelle, puisque nous pouvons remarquer que parfois, il y a plus de distance entre des collaborateurs qui se situent à 2 étages différents d'une tour à la Défense qu'entre des équipes qui sont réparties entre Le Mans, pour prendre un exemple tout à fait au hasard, et la région parisienne, avec beaucoup de kilomètres entre eux. Nous pourrions aussi parler de distance culturelle. Nous pouvons être sur le même lieu tout en ayant, pour le coup, par rapport à nos cultures, des éléments qui nous séparent. L'entreprise et ses rituels, les métiers et leurs croyances, et puis tout ce qui nous caractérise, nous, en tant qu'individus, qui font que nous sommes des êtres uniques, et de ce fait, cette unicité génère de la distance entre nous. Si nous enchaînons, nous allons parler très proche de la distance culturelle, de la distance linguistique, et notamment lorsqu'il est question de choisir une langue de travail qui ne nous rend pas égaux pour pouvoir justement communiquer au sein de l'entreprise. Si vous la maîtrisez, cette langue, vous êtes très proche du cœur. Si vous la maîtrisez pas, vous êtes beaucoup plus loin du cœur de décision et de ce fait beaucoup plus éloigné de l'entreprise. Nous parlerons aussi de distance technologique, alors liée bien évidemment aux outils numériques, à la non-compatibilité de nos services informatiques ou de nos solutions. J'ai été choqué pendant les dernières semaines qui m'ont amené à beaucoup animer en mode distanciel, de voir des collaborateurs qui n'étaient vraiment pas équipés pour pouvoir travailler en mode confiné, avec des outils parfois même personnels, et de ce fait, beaucoup de complexité, beaucoup de difficultés pour pouvoir suivre le travail et être au niveau de qualité demandé par leur employeur. Et puis pour terminer, je vous parlerai de distance temporelle. Bien évidemment, cela s'impose lorsque nous ne sommes pas sur le même fuseau horaire et même à la maison, parfois nous ne sommes pas sur le même fuseau horaire. Si vous êtes du matin et votre conjoint du soir, vous pouvez remarquer qu'il se passe beaucoup de choses ou parfois pas suffisamment puisque vous n'êtes pas du tout branchés dans le même rythme biologique. De ces 5 distances, on va générer un bon nombre de difficultés. Et c'est souvent d'ailleurs ça qui pointe lorsque l'on va parler de management à distance. On voit surtout et avant tout les difficultés, notamment à l'issue de la période que nous venons de vivre. Alors,
On va parler de ces difficultés juste après avoir défini ce qu'est le management à distance, puisque je vous parlais de deux dimensions. Eh bien, aujourd'hui, le management à distance sont bien nos 7 activités que nous avons définies plus tôt, qui nous permettent de piloter des collaborateurs au bénéfice de l'actionnaire et justement de leur développement personnel ou professionnel, en utilisant pour le coup, puisque nous sommes éloignés et par rapport aux différentes technologies qui ont été mises à notre disposition, eh bien, l'audiovisuel et le numérique pour pouvoir réaliser les activités que nous avons décrites. Ceci étant défini, et comme je vous le disais, la distance génère surtout des contraintes, nous allons pouvoir rentrer dans le deuxième chapitre, qui est celui dans lequel nous allons parler premièrement de ces contraintes et deuxièmement, l'angle par lequel je vous proposais justement de démarrer cette réunion, à savoir les opportunités que le management à distance nous propose. Alors, commençons par les contraintes. Nous avons une somme de contraintes très importante à aligner à l'issue de la période de confinement que nous avons vécue. Quand nous écoutons aujourd'hui les managers, nous pourrions faire des tonnes et des tonnes d'ouvrages sur le sujet. Je me suis contenté aujourd'hui de vous parler de 10 problèmes liés tant au management qu'au travail à distance. Alors, je vais commencer puisque l'Institut ICAR est un institut de communication, eh bien, par vous parler du principal point que m'ont évoqué tous mes interlocuteurs depuis plusieurs semaines. Le fait d'être à distance ne nous permet pas de communiquer de manière informelle, en passant dans le bureau, en répondant à une question à la volée et en utilisant tous les aspects non verbaux de la communication. Il est clair que vous voyez, à partir du moment où vous êtes en présence physique de votre interlocuteur, tout de suite l'état de forme dans lequel il est, voire son incompréhension par rapport à une consigne, qui est beaucoup plus difficile à visualiser lorsque nous sommes par outils interposés. Si je le formalise tout de suite avec vous, j'ai beaucoup de difficultés pour le moment parce que je n'ai aucun feedback d'aucun d'entre vous. Je suis seul face à mon écran et je me demande bien d'ailleurs comment ça se passe pour vous. Ensuite, l'impertinence des médias. Alors, qui n'a pas reçu ces dernières semaines un WhatsApp qui fait 35 lignes et avec une réflexion, dis donc, combien de temps a-t-il mis pour écrire tout ça? De même, avez-vous pu observer depuis plusieurs semaines que le nombre de mails est sans cesse croissant? Nous avons de plus en plus de difficultés aujourd'hui par rapport à l'expérimentation que nous avons à canaliser la communication et choisir le bon média. D'autant plus que ces dernières années nous ont fait oublier un élément essentiel, le téléphone avec la dimension vocale. Et là, pour le coup, c'est un véritable problème. Nos interlocuteurs et nous-mêmes ne choisissons pas toujours le média adéquat. Ensuite, je vous parlerai de retard, je vous parlerai de déficit d'informations qui sont bloqués à un niveau, à un endroit donné dans l'entreprise, avec un manager qui est lui-même très occupé dans toutes les réunions dans lesquelles il est invité et n'a pas le temps de diffuser à son équipe les informations nécessaires à l'avancement du travail. On peut parler aussi, puisque je vous parlais à l'instant du manager, de la complexité que la coordination de l'équipe va justement nous poser, à savoir, c'est beaucoup plus facile de manager sur un plateau que pour le coup, pouvoir manager des personnes qui sont réparties aux quatre coins du pays ou de la ville. La délicatesse dans la hiérarchie des priorités, nous ne savons plus à partir du moment où nous sommes sous l'afflux constant de sollicitations, qu'est-ce qui est prioritaire ou ne l'est pas, ce qui nous amène à avoir des difficultés pour nous organiser, pour gérer notre temps. Et puis, à partir du moment où nous décidons un plan d'action, eh bien, nous ne sommes pas sûrs de nous faire comprendre, nous ne sommes pas sûrs qu'ils ont bien entendu. Bref, c'est difficile lorsque nous sommes à distance d'avoir le feedback que l'on attend et que l'on peut avoir de manière directe lorsque nous sommes en présentiel. Ce qui va générer des tensions, ce qui va générer des émotions, potentiellement des blocages, des relations conflictuelles, tout est exacerbé.
Nous n'avons pas la possibilité, lorsque nous sortons d'une réunion et que nous sommes en présentiel, de poser la question à notre collègue dans le couloir pour savoir si nous avons compris la même chose. À partir du moment où nous appuyons sur le bouton quitter la visioconférence, nous voilà seuls face à nos écrans et de ce fait, eh bien, nous avons énormément d'émotions à gérer. D'où l'anxiété, le stress, la dépression. Alors, la liste est longue. Maintenant, c'est la réalité de chacune et chacun d'entre nous depuis plusieurs années où nous sommes habitués au management à distance ou depuis quelques semaines où nous avons en plus été pris de court avec l'impossibilité de nous organiser. J'aimerais pour le coup vous faire vivre aussi les opportunités que le management à distance vont vous proposer. Il y en a de nombreuses, j'en ai juste ciblé 3. Je vais vous parler déjà de celle du management individuel, qu'est-ce que je peux faire avec chacun de mes collaborateurs, celle du management collectif, qu'est-ce que je peux faire avec l'équipe, et celle que je pourrais relever comme challenge personnel. Donc, je vais vous parler du développement de l'autonomie de chacun de mes collaborateurs, de la coordination qui est à alléger puisqu'elle est très difficile pour la passer sur une approche de coopération, et puis d'efficience personnelle. Si je développe, cela nous amène sur l'autonomie à bien évidemment vouloir développer la capacité de nos collaborateurs à bien faire le travail sans avoir l'aide de quiconque et notamment de nous qui sommes les managers. Pour ça, 2 composantes. On a l'habitude chez Icare de faire une formule mathématique avec 2 éléments essentiels pour avoir le A de l'autonomie, le C de la compétence, le M de la motivation. Nous sommes dans une approche où nous savons faire où nous pouvons faire concernant les compétences et la motivation, nous voulons bien faire et nous aimons faire. Et vous remarquerez le signe multiplié pour celles et ceux qui ont des rappels et la mémoire du caractère associatif d'une multiplication. Vous vous souvenez que quand l'un des 2 composants d'une multiplication est égal à 0, le produit est égal à 0. Le premier challenge consistera donc à faire passer nos collaborateurs dans les différents stades de l'autonomie. Je vais dérouler le concept de manière rapide, simplement pour le rappeler ici. Il mériterait déjà plusieurs minutes pour la simple explication. Simplement, effectivement, des collaborateurs qui se développent en 3 stades. Le premier que je vais appeler la dépendance, tout simplement celui du nourrisson qui n'a aucune chance de pouvoir continuer sa vie sans le lait maternel. Globalement, le collaborateur, dans les premiers jours de son cursus professionnel, a absolument besoin de son manager. Puisque je faisais l'analogie par rapport au nourrisson, nous espérons que le premier mot qu'il nous dise, ce soit maman ou papa, alors qu'en fait, il nous dit non. C'est une forme d'affirmation de soi. Ils ne savent pas encore faire le travail. Maintenant, vous allez pouvoir avoir des collaborateurs qui développent de plus en plus cette notion de hérisson. Satisfaisez-vous de cette capacité à dire non. C'est une forme de croissance. Ils grandissent, même si certains d'entre vous diraient qu'ils sont très embêtants pendant cette période. Rapidement, vous mettez en œuvre toutes vos compétences. Le collaborateur s'aperçoit qu'il n'a pas intérêt à vous contredire ou à vouloir objecter s'il n'a pas les outils et il utilise toute votre argumentation pour s'approprier des éléments qui vont lui permettre de faire le boulot. Alors, bien évidemment, il pense qu'il peut le faire dans un premier temps tout seul, qu'il n'a plus besoin de vous. C'est à ce moment-là où vous allez beaucoup intervenir à son niveau pour l'aider et éviter qu'il fasse trop d'erreurs. C'est l'apprentissage qui se poursuit et qui l'amènera sur ce que nous attendons tous. Quand nous faisons un sondage dans les entreprises, ce sont 10% de nos collaborateurs, à savoir des interdépendants, des gens qui ont les mêmes compétences que nous, managers. On rêve d'avoir tous et toutes des collaborateurs qui sont autonomes et interdépendants, parce que là, nous sommes assurés d'avoir des boîtes mail qui sont beaucoup plus light et d'avoir beaucoup plus de tranquillité. Donc oui,
C'est une opportunité quand nous sommes à distance de pouvoir profiter des contraintes que nous vivons pour faire grandir nos collaborateurs et les amener à l'interdépendance. Le comment? Eh bien, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Si on passe au niveau collectif, j'aimerais effectivement vous parler de coopération. Alors, voyez le feu rouge, puisque le feu rouge est l'image type de la coordination. J'aimerais vous dire, mesdames et messieurs les managers, que vous êtes des feux rouges. La plupart d'entre nous, depuis plusieurs semaines, nous coordonnons. Alors, le feu rouge a un gros intérêt, c'est qu'il va nous permettre de pouvoir organiser les flux de circulation et de faire en sorte que, eh bien, par rapport aux différents éléments à réaliser, chaque collaborateur sache quoi faire, quand, avec quelle méthode. Donc, ça a un intérêt d'être un feu rouge quand nous sommes managers, c'est que nous pouvons limiter le nombre d'accidents, nous pouvons réguler de manière aisée. C'est un gros inconvénient quand on est un manager par lequel tout passe, c'est que le fonctionnement est lourd et épuisant. Ce qui signifie que les collaborateurs doivent attendre leur tour, que vous êtes sollicité toute la journée et que chaque collaborateur reste dans sa rue et tant que ce n'est pas à lui de passer, il n'a aucune relation avec ses collègues. Globalement, on peut dire qu'à partir du moment où vous êtes en repos ou en vacances, l'équipe va avoir des difficultés pour pouvoir assurer les objectifs et les missions ensemble. D'où cette invitation. Arrêtons, mesdames et messieurs les managers, d'être des feux rouges pour réguler tout ce qui se passe dans l'équipe. Ne soyons pas à la tour de contrôle et proposons simplement un réaménagement du carrefour en mode justement giratoire. Principe de la coopération qui oblige chacun des membres de l'équipe à passer par une approche respectueuse, synergique, négocier avec les collègues pour pouvoir traverser le carrefour et se rendre dans la direction qu'ils souhaitent. C'est typiquement ce type d'organisation que je vous invite à mettre en œuvre pour pouvoir laisser les collaborateurs automobilistes mettre en œuvre des principes qui vont fluidifier les modes de fonctionnement, les responsabiliser, voire éviter d'être au rouge quand ils ont envie d'y aller. Ils auront donc beaucoup plus d'efficacité et nous gérerons effectivement un système beaucoup plus écologique. Bien évidemment, il faudra compter sur des collaborateurs à minima qui sont autonomes. On l'a bien vu lorsque nous avons démarré notre conduite après avoir obtenu le permis. Quand vous arrivez la première fois sur un rond-point ou quand vous arrivez sur un rond-point avec une conduite à gauche, vous avez tout de suite remarqué que c'est beaucoup plus compliqué. Bien évidemment, on ne peut pas se permettre dans ce mode d'organisation d'avoir des collaborateurs qui sont irrespectueux ou pour le coup qui ne respectent pas les collaborateurs ou les règles. Donc, le challenge, faire en sorte de moins réguler les relations entre équipiers pour les amener à être beaucoup plus en synergie les uns avec les autres et leur permettre de travailler en notre absence de manière efficace. Là aussi, je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour pouvoir vous présenter les outils. Enfin, le dernier challenge, rappelez-vous, je vous avais dit qu'il passait par notre efficience personnelle. Bien évidemment, c'est notre capacité à gérer deux choses. D'une part, les priorités, d'autre part, le temps, parce que nous avons beaucoup de choses à faire dans un temps qui nous paraît plus court, d'où la nécessité de faire un effort et de ne pas rester dans les routines qui ont assuré notre succès en mode présentiel. Alors, la question que se posent tous les managers, il me reste 15 minutes pour la traiter, c'est la question du comment. Je vais vous parler de trois choses au niveau du management et ensuite, je vous proposerai quelques actions sur votre organisation personnelle. Concernant le management, je vous parlerai d'activités, d'actes et de style. Alors, concernant les activités, nous avons vu tout à l'heure ensemble, pour définir le management, qu'il existait 7 activités. Et le but du jeu, vous l'aurez tout à fait compris et vécu, c'est que lorsque vous managez à distance, c'est de les adapter. Alors, les adapter avec des spécificités
qui correspondent justement aux besoins d'un collaborateur qui vit toutes les difficultés distancielles que nous avons énumérées en début de webinaire. La première, sur la clarification, le sens lorsque vous êtes seul à la maison ou seul sur le terrain est indispensable. Et le sens, notamment le sens collectif, est clair. Il doit être vraiment insufflé de manière continue par le manager pour que le collaborateur se rattache toujours à l'objectif de l'entreprise. Ensuite, quand on parle de clarification, nous avons pu remarquer que ce qui a mis bon nombre d'organisations à mal ces dernières semaines, c'est le traitement de l'information, avec des mails transférés de manière automatique, sans avoir été triés ni pour le coup optimisés dans le langage que l'équipe a besoin d'avoir. D'où cette nécessité, lorsque nous sommes en management distanciel, de clarifier deux éléments, l'objectif et l'information. Ensuite, concernant l'organisation, il est clair que la structure et la formalisation des plans d'action, notamment en mode participatif avec une approche de coopération, est indispensable. Autant les automatismes liés au présentiel peuvent se mettre en place très rapidement dans un espace partagé, autant là, il faudra vraiment que chacun respecte dans un premier temps les règles pour pouvoir ensuite travailler de manière de plus en plus fluide ensemble. Et faire en sorte que tout le monde ait compris est une indispensable nécessité pour éviter qu'un collaborateur parte à contresens dans le fameux rond-point et mette justement à mal l'organisation de l'équipe. Ensuite, concernant la régulation, on parle beaucoup de structure, nous parlons beaucoup d'organisation, nous parlons beaucoup de méthodes de management qui visent l'efficacité, l'efficience. Je souhaiterais ouvrir juste la parenthèse de ce moment de convivialité qui n'est par définition pas obligatoire, qui peut être proposé par un membre de l'équipe ou par le manager pour pouvoir débrancher ensemble et garder le réseau, garder ce qui fait l'équipe, à savoir l'aspect solidaire et l'aspect relationnel. Et puis, lorsque nous sommes à distance, nous ne pouvons pas nous permettre de les laisser partir dans leur tension, seuls dans leur coin, à savoir notre job de manager sera de traiter les divergences au premier signal. Dès que nous voyons deux collaborateurs ou un groupe rentrer en tension, objectif, faire en sorte d'apaiser et de réguler les relations pour faire en sorte d'éviter le conflit. Concernant la formation, j'en parlais tout à l'heure. Bon nombre de formations que nous avons réalisées nous ont permis à distance de voir que les collaborateurs ne maîtrisaient pas les technologies qui leur permettaient d'être efficaces. Donc, assurez-vous dans un premier temps que vos collaborateurs soient capables d'utiliser les outils mis à disposition et de ce fait puissent, d'un point de vue technologique, ne pas être trop distanciés. Et puis, par rapport à cette logique de coopération, n'hésitez pas, pour le coup, à organiser également, dans une approche participative, des réunions de partage de bonnes pratiques pour pouvoir justement développer au sein de l'équipe cette efficacité collective et cette logique de je te donne, je donne à l'équipe et je reçois. La supervision. Alors, le chapitre qui fait mal lorsqu'on est à distance. La distance génère pour la plupart des managers de la méfiance, dans le sens où, comme je ne le vois pas, par définition, il en profite pour ne pas travailler. J'aimerais vous dire que nous devons faire un effort, celui de la confiance a priori, d'éviter tout flicage parce que nous produirions l'effet contraire que celui que nous visons, à savoir générer de la démotivation chez le collaborateur. J'ai envie de vous faire partager le fait que le collaborateur ne va pas moins travailler jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il est en mode distanciel. De toute façon, le principe que je vous propose, cette vision hélicoptère, c'est vous êtes à haute altitude pour avoir une vision d'ensemble et tant que vous n'avez rien qui vous attire sur une problématique spécifique de l'un de vos collaborateurs, vous ne descendez pas pour justement le fliquer et vous restez dans une approche qui est celle de la confiance a priori. Si besoin, vous allez au contact et par définition, vous creusez le sujet de manière aussi relationnelle et humaine que si nous étions en mode présentiel.
Ensuite, l'évaluation. Alors, lorsqu'on parle d'évaluation, le mode distanciel nous offre une possibilité, celle du feedback, et notamment le feedback positif. Ils sont loin, ils sont seuls, ils sont en train de travailler pour nous. Globalement, ils se demandent s'ils sont supportés. Le fameux dicton loin des yeux, loin du cœur. Eh bien, justement, plus ils sont loin, plus le feedback est important à donner. Et notre culture française est effectivement très difficile sur le point pour faire du feedback positif. Le feedback, il est surtout chez nous preuve de progrès à réaliser. Donc, j'ai envie de vous inviter à faire l'effort de féliciter les progrès, les efforts, l'implication, l'abnégation, bref, tout ce qui va renvoyer eh bien, l'envie de travailler et le fait que se sentir reconnu pour le collaborateur est très important. Je parlais du collectif et de la coopération. Ne faisons pas de nos collaborateurs distanciés des mercenaires qui travaillent pour eux. N'oublions pas dans le feedback positif eh bien, de féliciter l'équipe au-delà de chacun des individus qui la composent. Ensuite, un chapitre à part entière sur l'accompagnement. Il n'est pas question ici d'accompagner la carrière des collaborateurs. Il est ici question de les accompagner dans la distance. Pour ce faire, on se déclare disponible, on traite les situations qu'ils souhaitent eh bien, nous présenter, parfois même qui débordent du cadre du boulot, parce que à partir du moment où la confiance est établie, ils pourraient être amenés à déborder et vous parler des problématiques personnelles qu'ils vivent. On offre, quoi qu'il en soit, une présence et une écoute. On n'est pas obligé d'apporter la réponse. Nous sommes des managers, nous ne sommes pas des thérapeutes, nous ne sommes pas des avocats fiscalistes. Nous sommes ici simplement pour faire en sorte que la santé mentale du collaborateur soit eh bien, idéale et nous connaissons chacune et chacun notre limite. Donc, soyons simplement présents et bienveillants. C'est une condition sine qua non d'implication pour nos collaborateurs. Voilà pour les activités. Alors, si je continue la présentation, je vais vous parler des actes, les actes de management. On parlait des 7 activités. Je vais vous parler maintenant du plan de management et des différents aspects que nous mettons en œuvre de façon opérationnelle pour piloter l'équipe. Alors, quand nous parlons de plan de management, on parle de tout ce qui est planifié dans notre agenda pour pouvoir piloter 2 entités. D'une part, des collaborateurs au niveau individuel, d'autre part, l'équipe, avec des actes de management qui sont formels et ponctuels, c'est-à-dire des réunions ou des entretiens. Le management à distance confiné que nous avons vu ces dernières semaines a vu l'explosion des réunions. Ça nous rassurait de mettre un maximum de monde autour de la table, sauf que nous avons pu observer que bon nombre de réunions étaient complètement inefficientes et nous nous demandions même ce que nous y faisions. Donc, le but du jeu va être de pouvoir clarifier la bonne approche au niveau des actes de management. Et la bonne approche, c'est celle qui va nous permettre de renforcer le formel. Alors, dans quel but? Plus vous formalisez les actes managériaux sur des fréquences adaptées, moins vous êtes tout au long de la semaine dérangé par des collaborateurs pour lesquels aucun point n'est prévu. Et de ce fait, plus vous pouvez gérer votre temps. Quand on met en œuvre ce principe au niveau distanciel, nous avons globalement un acte de management essentiel à réaliser. Alors, je vous présente déjà en 2 temps, 3 mouvements ce qu'il faut faire au niveau d'une réunion, qu'elle soit annuelle, mensuelle ou quotidienne hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on va décomposer en 3 grandes dimensions temporelles le management de son équipe. Au démarrage de l'année, les objectifs. Chaque mois ou chaque bimestre, selon le métier sur lequel nous nous trouvons, une réunion pour piloter les indicateurs. Et puis ensuite, d'un point de vue opérationnel, en fonction là aussi du rythme de l'équipe, soit une réunion quotidienne, soit une réunion hebdomadaire. On trouve exactement le même type de plan formel au niveau individuel. L'entretien annuel, acte de management que nous connaissons tous, le suivi des indicateurs et pour le coup,
l'entretien de suivi d'activité hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, selon d'ailleurs le niveau d'autonomie de nos collaborateurs. Et sur la partie ponctuelle, eh bien, faisons en fait ni plus ni moins que le minimum, c'est-à-dire le feedback parce que c'est nécessaire au niveau de l'équipe, on l'a vu, et les réunions d'information en utilisant pour le coup les bons médias pour supprimer les réunions qui ne servent pas. La réunion d'information en mode distanciel est celle qui pourrait tuer l'énergie. Préférons les réunions qui sont pour le coup participatives. Au niveau individuel, l'entretien de feedback dès qu'un collaborateur fait quelque chose de bien, et puis dès qu'il a besoin de nous, eh bien, nous sommes à sa disposition. Ce qui m'amène à partager avec vous, lorsque l'on déroule ce plan de management, eh bien, le fait que les actes à privilégier sont ceux qui vont nous permettre de formaliser sur le court terme toutes les informations et les points à faire à la semaine avec l'équipe et les collaborateurs pour développer leur autonomie et éviter d'être le distributeur automatique de bonnes réponses tout au long de la semaine dès qu'ils ont un besoin. Alors, pour ça, pour mettre en œuvre le plan de management, je vous propose de passer un contrat relationnel. Alors, le contrat relationnel avec chaque collaborateur, c'est quoi le principe? Eh bien, tout simplement, faire en sorte que l'on peut, dès le démarrage d'une collaboration en mode distanciel, eh bien, établir un contrat entre le mode de relation qu'on souhaite développer entre manager et collaborateur. Ça veut dire que nous allons fixer, formaliser les conditions qui vont être temporelles et matérielles pour le travail. On va s'assurer que le collaborateur puisse développer son bien-être. On va prévenir les risques psychosociaux. On va préserver le droit à la déconnexion. Et puis entretenir ce qu'on disait depuis le début, la motivation, l'alliance et la confiance. Pour ce faire, eh bien, le contrat relationnel est un entretien au cours duquel on définit avec le collaborateur les permissions, les protections, c'est-à-dire à quel moment il est joignable, autant lui que moi, le manager, sur quel support on communique, quels sont les médias que nous utilisons, quel est le délai qu'on se donne pour répondre. L'immédiateté du distanciel de ces dernières semaines a mis à mal mon nombre de collaborateurs. On exige tout de suite, alors que pour le coup, eh bien, le mode distanciel occupe chacun d'entre nous et de ce fait, il pourrait être pertinent de dire qu'on se donne 2 ou 3 heures pour répondre à un email, même si on est en poste devant son écran. Et puis, les conditions de présentabilité, voire d'environnement pour le télétravailleur lorsqu'il est chez lui, avec les contraintes et matériel que cela implique. Un contrat relationnel qui va nous permettre de poser le cadre de la relation. On est dans les actes, on est dans le contrat relationnel, on va pouvoir parler eh bien, de style. Alors, on rentre dans la partie manager avec les styles que vous développez et les points d'organisation que vous pouvez réaliser. Alors, concernant la première posture que je vous invite à développer, c'est celle de manager coach. Une définition, celle du coaching. Vous pouvez remarquer que nous changeons de relation. Il n'y a plus un donneur d'ordre manager et un collaborateur exécutant. Il y a simplement une alliance entre un coach et une personne qui est considérée comme le client, qui est sollicité pour justement réfléchir et créer ses réponses. Et quand on parle de posture de manager coach, eh bien, plutôt que d'être un distributeur automatique de bonnes réponses, plutôt que d'être un feu rouge qui régule la circulation, avant de donner la réponse que nous avons à notre collaborateur, nous pouvons déjà creuser pour quelles raisons il nous pose la question ou nous fait cette demande. Nous pouvons aussi diagnostiquer quel problème il vit, quel besoin il a, et fort de ça, avant de lui dire voilà ce que tu peux faire, eh bien, tenter de lui faire apporter la réponse. Le développement de l'autonomie à long terme passe par cette posture et tant qu'on n'a pas appris aux collaborateurs à réfléchir, il sera sans cesse en train de nous demander les bonnes réponses qui vont lui faciliter la vie. Et puisque nous parlons
de bonnes pratiques de manager et de style, reste pour moi à vous présenter les styles qui seront développants pour l'autonomie et la coopération. On parlait de capacité à renvoyer du feedback, donc je vous parlerai simplement du persuasif, c'est-à-dire celui qui va nous permettre de donner du sens, de donner du feedback, de faire en sorte de complimenter, de critiquer, voire pour le coup de démontrer notre confiance et notre reconnaissance. Bien évidemment, le participatif, plus que jamais, associons les collaborateurs à leurs objectifs, proposons-leur de participer à la définition de leurs priorités, de leur mission, voire même, pour le coup, de leur formation. Les attitudes de coach vont nous amener à faire grandir dans une approche très participative. Et puis, la supervision, l'évaluation avec tout ce qu'ils pourraient mener comme auto-analyse dans le but de progresser. Et puis, bien évidemment, pour ceux qui en ont la capacité, le style délégatif pour permettre à nos collaborateurs arrivés en mode interdépendant de se réaliser, de sortir de leur zone de confort, de se challenger et d'être dans une démarche de prise de conscience de leur développement personnel. Voilà. Pour terminer, eh bien, on parle en quelques instants des clés de l'efficience et après, j'accueillerai vos questions et nous pourrons justement échanger. L'efficience du manager basée sur les priorités et le temps. Alors, les priorités, nous allons parler d'un général américain parce que nous serions bien à propos de pouvoir mettre en place depuis ces quelques semaines eh bien, sa matrice. Sa matrice, la matrice d'Eisenhower, le général qui a organisé le débarquement et qui ne pouvait par définition pas tout gérer. La logique dans laquelle il est entré et qui a fait d'ailleurs le nom de cette matrice, c'est que je suis là pour gagner, donc je vais traiter les choses qui sont importantes et je vais commencer par traiter celles qui pourraient me poser problème. Donc en synthèse, si c'est important, c'est-à-dire que ça va me permettre de gagner et que ça peut me poser problème à pas la traiter tout de suite, eh bien c'est urgent et important, je traite. Et c'est là où nous pourrions chaque matin nous poser la question de qu'est-ce que je dois traiter, qu'est-ce que je dois planifier si c'est important et pas urgent. Et puis, si c'est urgent sans être vital, qu'est-ce que je pourrais déléguer sur notamment des collaborateurs qui pourraient être demandeurs et valorisés par cette délégation. Et puis tout simplement, arrêtons de traiter ce qui est pas du tout urgent et important, voire inutile. Donc, une matrice qui nous permet en l'espace de quelques minutes de pouvoir réaliser chaque matin eh bien, la projection de notre journée sous forme de to-do list avec notamment les tâches, les priorités que l'on va définir selon la matrice d'Eisenhower. On va pouvoir les énumérer, les lister, leur accorder une minute, voir si le temps que nous avons à manager eh bien, est suffisant. Et puis, une fois que nous avons calibré ces éléments d'organisation, eh bien, se respecter dans une approche qui est physiologique. Nous n'avons pas le même potentiel tout au long de la journée. J'ai vu des managers s'épuiser de 7 heures du matin à 23 heures le soir derrière leurs écrans. Faisons en sorte de gérer nos activités en fonction justement de notre courbe d'efficacité. Alors, courbe d'efficacité plus ou moins importante en matière de potentiel intellectuel. Nous allons parler eh bien, des activités qui sont énergisantes pour démarrer la journée, les quick wins, comme on dit, facilement réalisables et avec un gain rapide. Ensuite, le pic d'activité cérébrale matinale consacré pour le coup à ce qui est important, à ce qui est nécessaire au niveau intellectuel. La fin de journée et l'approche, la fin de matinée pardon, et l'approche du repas pour les tâches logistiques. Le deuxième pic de l'après-midi, c'est-à-dire maintenant pour le webinar. Et puis ensuite, nous pourrons vaquer à nos occupations avant de nous coucher tôt quand nous parlons de se coucher tôt, c'est-à-dire à l'heure où nous sommes programmés. Et puis pour terminer,
Eh bien, je vous dirai en 2 temps, en 3 mouvements, comment s'organiser quand nous sommes à la maison. On parle de la méthode du Pomodoro, très intéressante pour décomposer notre travail en séquences, avec pour le coup une séquence de travail. J'en profite pour aller étendre la lessive que j'ai mise tout à l'heure lorsque j'ai démarré ce webinaire. 5 minutes de pause, ou pour traiter des emails ou appeler un collègue, je me remets au travail, je refais une pause, je me remets au travail, je refais une pause. Et tout ça, 3 pauses de 5 minutes durant avant de faire une plus longue pause. Bien évidemment, il n'est pas question toujours de pause café ou de pause Netflix, simplement changer de rythme pour pouvoir justement durer longtemps. Voilà. Alors, synthèse de la présentation. Vous avez vu que nous avons balayé un certain nombre d'éléments concernant le management et le manager. Je suis pour le coup à votre disposition pour répondre à vos questions et accueillir vos commentaires. Alors la première question, quelle est la différence entre les deux notions, leadership et management? On dit que le manager est celui qui est capable de gérer, d'organiser. Le manager est souvent attaché à une fonction. Le leadership est celui qui est capable d'éclairer, de donner du sens, d'entraîner, de fédérer. On a parfois des managers qui sont leaders. On a aussi parfois de simples collaborateurs qui sont même parfois plus leaders que leur propre chef qu'on appelle des managers. Donc le management plus une fonction liée à la gestion et au pilotage, le leadership plus une approche liée à la capacité à éclairer, à porter le sens. Alors, en tant que salarié, comment demander une reconnaissance à son responsable? À l'inverse, comment repérer que notre collaborateur a besoin de reconnaissance? Si vous êtes salarié, j'ai envie de vous faire partager l'idée de solliciter un bilan à votre responsable de manière justement hebdomadaire pour pouvoir aborder avec lui ce que vous avez réalisé dans la semaine écoulée et notamment lui demander son feedback, son ressenti, voire son évaluation. Globalement, la question est ouverte. C'est lui qui va vous faire le feedback sans pour autant le forcer à vous dire ce qui est bien. Si on parle de reconnaissance financière, je vous invite là pour le coup à solliciter la chose de manière annuelle. Bon nombre d'organisations ont oublié de déclencher ou d'organiser des entretiens de rémunération. C'est aussi intéressant de pouvoir faire le point une fois par an sur le sujet et quand on est collaborateur de le solliciter. Peut-être pas le jour de l'entretien annuel, peut-être après, pour permettre au manager justement d'évaluer ses collaborateurs et ensuite de prendre ses décisions. Et puis, à l'inverse, comment repérer que notre collaborateur a besoin de reconnaissance? L'être humain a besoin de reconnaissance tout le temps. C'est un besoin fondamental, vital. On a la pyramide de Maslow en tête. Si vous regardez les derniers étages, reconnaissance, réalisation. Eh bien, reconnaissons nos collaborateurs de manière forcée, entre guillemets, par rapport à la volonté et authentique par rapport à la réalisation. Se forcer à reconnaître ce qui est bien et ne pas voir simplement ce qui est à améliorer. Et ça, c'est un gros effort à faire chez chacun d'entre nous parce que nous voyons souvent ce qui ne va pas et nous avons du mal à voir ce qui va bien. Avez-vous une méthodologie, des référentiels sur le média à utiliser en fonction de l'information transmise? Oui, quand vous êtes dans le RER, communiquez par WhatsApp avec vos collaborateurs et vos compagnons. Alors, tout simplement pour dire que lorsque vous n'avez pas besoin d'écrire des romans, les outils de communication qui sont sur notre téléphone portable sont très utiles. On est sur de la logistique. Quand on a besoin de mettre une pièce jointe, quand on a besoin d'apporter un élément de réflexion, quand on est en mode de travail asynchrone, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas en même temps, on peut privilégier l'email. La règle, un email, une fenêtre. C'est-à-dire que si on scrolle, l'email n'est pas adapté. À partir du moment où on scrolle, on peut se poser la question,
pour quelles raisons ne faisons-nous pas un entretien téléphonique? Et puis alors, j'ose, puisque nous sommes dans le management à distance, vous dire que le management, c'est aussi du présentiel, même si on est à distance. Et pour les choses qui sont vraiment importantes, l'entretien ou la réunion présentielle reste un élément essentiel pour faire passer des messages et pouvoir s'expliquer, argumenter, coopérer. Donc n'hésitons pas, dans la logique du et, à développer à la fois tous ces outils au bon moment et par rapport à nos objectifs et par rapport au sujet que nous abordons. Ah, un manager à tendance directive risque d'être inadapté à l'exercice d'un management à distance. À l'inverse, pensez-vous que des collaborateurs peuvent ne pas être adaptés à ce mode d'organisation? Alors oui, les juniors sont en délicatesse dans le management à distance parce qu'ils ont besoin d'un appui constant de leur manager. D'où la nécessité, effectivement, d'avoir un certain niveau d'autonomie pour pratiquer notamment le télétravail. C'est tout l'objet des échanges que l'on trouve dans les organisations aujourd'hui entre eh bien, les représentants de l'entreprise et les salariés. Pour le coup, le manager directif, euh, j'aimerais vous dire qu'il n'est pas que directif. Un manager directif, aujourd'hui, est condamné parce que les collaborateurs avec lesquels ils travaillent n'accepteront pas bien longtemps uniquement le registre de donneur d'ordre exécutant. Donc, c'est une opportunité pour lui, le management à distance, d'évoluer. Et la qualité pour pouvoir évoluer dans ce type de management, c'est notre capacité à poser les bonnes questions. Et en fait, j'ai envie d'inviter tous les managers qui sont peu ou prou directifs, plutôt que d'écrire ou de formaliser les ordres, à plutôt écrire ou formaliser les questions qu'ils souhaitent poser à leurs collaborateurs pour essayer de faire en sorte que ce soit les collaborateurs qui apportent les réponses. C'est le seul moyen pour pouvoir passer d'un style de management à l'autre, parce que sans ça, on retombe dans ce que j'appelle le style rituel ou la facilité du directif, voire du persuasif. D'ailleurs, peu de managers sont directifs. La plupart d'entre nous sommes persuasifs, c'est-à-dire qu'on argumente. Le directif se contente de donner des ordres. Et ça, on sait très bien que ça ne fonctionne qu'avec un débutant ou dans une situation de crise. Alors, comment faire si on doit réaliser une critique, un feedback négatif pendant le télétravail? Alors, si le comment c'est sur la méthode, j'ai envie de vous dire de la même façon qu'en présentiel. C'est-à-dire, on va parler 2 secondes du présentiel. Clairement, le manager a intérêt, lorsqu'il démarre un entretien et qu'il a une critique à faire, d'annoncer la couleur de manière directe. Et d'annoncer la couleur de manière directe dans un entretien que j'appelle ponctuel. C'est-à-dire, pour ne pas pourrir tout l'entretien que nous avons chaque semaine avec le collaborateur, s'il y a un point précis, nous allons choisir par rapport justement à la physiologie de notre collaborateur la bonne heure pour l'appeler et démarrer tout de suite l'entretien en disant: «J'ai quelque chose de délicat à te faire partager. Es-tu prêt à l'entendre?» Et si notre collaborateur est OK pour l'entendre, rassurez-vous, il le sera parce qu'ils sont souvent curieux quand on aborde ce genre de sujet. On déroule la critique et on le laisse réagir une fois qu'on l'a critiqué, étant entendu que quand je dis une fois qu'on l'a critiqué, il ne s'agira en aucun cas de la personne, il s'agira de la tâche pour faire en sorte que nous puissions bien détacher notre critique de l'individu par rapport à ce qu'il a fait. En fait, le principe, ne jamais critiquer sur ce qu'il est, critiquer sur ce qui est fait. Comment détecter le non-verbal? Eh bien, vous n'avez qu'une chance lorsque vous êtes en distanciel, c'est tous les outils de visioconférence. Et j'ai été stupéfait lorsque j'ai démarré mes animations de voir des personnes qui se connectaient en écran noir. Et nous avons donc mis en place un guide des bonnes pratiques distancielles pour imposer à nos interlocuteurs de se connecter avec la caméra. Parce que c'est hyper difficile de pouvoir échanger de manière
authentique, de manière relationnelle avec des gens qui sont, je dirais, en mode non visuel. Donc quand on est à distance, et c'est là où je vous disais que nous avons des problèmes matériels, la caméra s'impose. Et oui, si nous imposons le travail à distance à certains de nos collaborateurs ou si nous le négocions avec eux, dans le contrat relationnel, je vous invite à placer ce point comme quoi, lorsque l'on communique, on privilégie la visioconférence en mode caméra connectée. Donc nous sommes arrivés à 16 heures. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite bien, un plein d'épanouissement dans le management à distance. Nous sommes disponibles dans l'Institut pour donner suite à vos demandes. N'hésitez pas pour le coup à vous connecter sur cette adresse mail ou ce site internet. Ce sera avec plaisir que nous donnerons suite à vos sollicitations. Au plaisir et très bon management à vous. À bientôt. Au revoir mesdames, au revoir messieurs.